Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre émission sur le web. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité via Internet. Restez avec nous, on parle tout de suite technologie. La technologie, une façon d'unir Israéliens et Palestiniens. C'est le pari que s'est lancé Yadin Kaufman, une start-up israélienne très active dans le domaine du high-tech depuis 1987. Cette société travaille en ce moment même sur la création d'une association à but non lucratif. Son nom, Palestinian Internship Programme, programme de stage palestinien en français. Son but, proposer aux Palestiniens diplômés d'effectuer au même titre que les Israéliens un stage à l'étranger. Chaque talent est relié à la scène du high-tech israélien, une excellente carte de visite qui attire le monde entier. Et on parle maintenant d'une campagne qui envahit les réseaux sociaux apparue brusquement dans le monde arabe. Elle consiste à brûler le drapeau de l'État islamique. Même concept que l'Ice Bucket Challenge. Le brûleur poste une vidéo dans laquelle il met au défi 3 autres personnes. Chaque vidéo est accompagnée du hashtag Burn ISIS Flag Challenge. Une campagne qui a explosé au Liban suite à la décapitation d'un soldat du pays. Regardez. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. On en avait déjà parlé, le président Hassan Rouhani a une nouvelle fois déclaré qu'il souhaitait que tous les citoyens soient connectés au World Wide Web. Des déclarations qui ont surpris puisque le réseau national est encore contrôlé dans le pays. L'Iran est divisé aujourd'hui en deux groupes, les conservateurs et les modérés. Pour les conservateurs et les religieux, on craint une perte de contrôle. Pour les modérés, eh bien, on se réjouit d'une possible ouverture au monde. Avec nous pour en parler, Ramin Param, vous êtes écrivain et opposant iranien. Quel est le but d'Hassan Rouhani ? C'est la continuation de la guerre entre les deux camps, si on veut résumer les différentes factions à l'intérieur du régime à ces deux principaux camps. Il y a trois aspects à ce problème d'Internet en Iran. Il y a un aspect idéologique, politique, évidemment, et il y a un aspect économique qu'il ne faut pas oublier. Sur le plan idéologique, je dirais, en mettant les deux, idéologique et politique, je dirais qu'il y a un groupe puissant dans les plus hauts rangs du régime islamique, dans le plus haut cercle, y compris dans l'entourage du guide suprême, qui pense très sérieusement que Internet n'est pas seulement une offensive culturelle majeure contre l'Iran, ce qu'ils appellent l'OTAN culturel, Cultural NATO. Ils pensent également très sérieusement que les réseaux sociaux sont autant d'outils d'espionnage. Donc ça, c'est une idée très fortement ancrée, y compris dans le cercle autour du guide. Mais il y a l'aspect, je disais, économique, c'est-à-dire l'infrastructure, pour ne donner que cet exemple, l'infrastructure du net. Toute l'infrastructure du net, tout le hardware du net est sous le contrôle monopolistique d'un seul groupe au sein de la mafia économique et commerciale au sein du régime. Un seul groupe qui contrôle tout le commerce de cette infrastructure. Sur le plan, par exemple, de la censure, ce qu'on appelle Internet filtering, le filtrage d'Internet, du contenu, c'est entièrement sous le contrôle des gardiens de la révolution. D'accord. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui, justement, puisqu'il y a une censure de l'Internet, aujourd'hui, il y a certains jeunes Iraniens qui arrivent toujours à contourner cette censure ? Les proxys. Et c'est l'argument qu'utilise, si vous voulez, Rouhani. Rouhani a dit on ne peut pas faire de culture avec de la milice dans les rues, avec des vannes, et des soldats et des bottes, et on ne peut pas empêcher les gens d'accéder au contenu avec la technologie de filtering, de filtrage d'Internet. Pourquoi ? Parce que les jeunes, bon an, mal an, malgré les difficultés, grâce à des technologies de proxy, parviennent à accéder à ce contenu. Mais le problème, c'est que le filtrage du contenu d'Internet, qui est sous le contrôle exclusif des gardiens de la révolution, représente également non pas seulement un enjeu sécuritaire et politique, mais un enjeu économique. C'est $1 milliard par an. $1 milliard que se partage cette mafia
islamique en Iran avec la mafia russe, principalement. C'est essentiellement deux sources d'approvisionnement russes et chinoises. Et vous pouvez imaginer, comme l'un des spécialistes me le disait ce matin, iranien, avec qui j'étais en contact pour les besoins de cet entretien, c'est les Russes et les Chinois, vous imaginez qu'ils ne vont pas faire de facture à ces gardiens de la révolution. Tout se passe sous la table. C'est du marché noir. Et ça représente $1 milliard par an. Donc ils n'ont absolument aucune envie, pour des raisons tout simplement financiers d'intérêt particulier, que l'Internet arrive. De la censure. D'accord, donc on a parlé de l'aspect économique. Est-ce que vous pensez que le régime iranien s'ouvre aujourd'hui réellement au monde? Et est-ce que l'Internet qui arrivera en Iran aura un réel impact sur la société iranienne? Le monde s'engouffre en Iran, qu'il le veuille ou non. Ce n'est pas le régime qui s'ouvre, c'est le monde qui s'engouffre en Iran. Avec l'arrivée d'Internet? C'était ça la question. Avec l'arrivée d'Internet, est-ce que vous pensez que le régime s'ouvre au monde? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc pour vous, non. Ce n'est pas le régime qui s'ouvre, c'est le monde qui s'engouffre en Iran. C'est le monde qui arrive en Iran de toutes ses forces, et que le régime le veuille ou non. Maintenant, il y a des gens un peu plus pragmatiques qui disent le monde est déjà ici. Alors, qu'est-ce que vous essayez de... Ça ne sert à rien de tirer les rideaux. Le monde est à l'intérieur de nos quatre murs. Et la différence s'arrête là. Donc, ce n'est pas la véritable ouverture, si vous voulez. L'ouverture, c'est-à-dire de pouvoir accéder au contenu, faire du contenu, ne pas avoir peur des conséquences du contenu ou de cet accès. La véritable ouverture ne peut venir qu'après une véritable ouverture, vous pouvez appeler ça politique, du régime, qui serait un changement radical en Iran. Merci beaucoup Ramim Param. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes écrivain et opposant iranien. Votre livre s'appelle Iran-Israël, jeu de guerre. Il sortira très prochainement aux éditions Dow. Et les constructeurs l'ont bien compris, l'avenir passera obligatoirement par la maison connectée et intelligente. Aujourd'hui, chaque entreprise essaye d'imposer son propre standard. Un espoir commun, rafler la grande mise. Apple lance HomeKit, Samsung Smart Home et Google rachat de Nest. Des systèmes censés unifier l'environnement. Bientôt, notre réfrigérateur sera capable de commander tous les produits absents. La maison vous indiquera qu'une fenêtre est restée ouverte lorsque vous fermez la porte. Et en cas de fuite d'eau, le compteur vous indiquera une consommation anormale directement sur votre téléphone portable. La maison connectée, c'est tout de suite. Cette caméra va donner une indication de la pollution de l'air dans la maison et elle vient compléter un écosystème de produits que nous avons et qui permettent de prendre soin de sa santé à 360 degrés. On a une balance qui permet de prendre soin de son poids, on a un tensiomètre qui permet de prendre soin de son cœur, on a des trackers d'activité qui permettent d'assurer qu'on est actif et on a Aura qui est un système de sommeil qui permet de traquer et d'améliorer son sommeil. Ce qu'on pense, c'est qu'à la fois à la maison ou sur soi, les objets connectés ceux qui vont vraiment s'imposer sur le long terme et qui ne vont pas être des gadgets, sont ceux qui vont se fondre dans le quotidien sans être des révolutions, sans imposer un nouveau cérémonial aux gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trackers d'activité qui sont un peu épais, un peu techniques, et qui ne vont pas séduire un large public. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'insérer dans le quotidien des gens, et la maison connectée va venir progressivement à travers les innovations, à travers les itérations aussi, puisque certaines innovations vont rester sur le bord de la route parce qu'elles n'ont pas été assez simples et assez faciles à utiliser. Et puis dans le même esprit, on va parler de Weezings qui se lance dans la vidéosurveillance. La coque cylindrique de sa nouvelle caméra au design séduisant peut être remplacée régulièrement. Sur le dessus, on trouve un haut-parleur. 2 micros permettent d'entendre ce qu'il se passe une fois connecté. Une prise USB permet de stocker les enregistrements directement connectés à votre smartphone. En cas de mouvement anormal, la caméra vous envoie directement une alerte. Allez, on continue à parler de high-tech. On passe tout de suite au Flash Tech. Et on ouvre ce Flash Tech avec la nouvelle Action Cam de Sony. La caméra continue de se distinguer par sa forme et sa couleur blanche. Aujourd'hui, elle réussit l'exploit de réduire sa taille à 30%. La HDR AZ1 est une caméra ultra perfectionnée, résistante aux projections d'eau et à la poussière. Il sera possible de l'utiliser sans coque protectrice. Sony vous propose de diffuser en direct vos films, et ce grâce à un système de streaming. Un logiciel vous permettra de faire vos propres montages vidéo
vidéo et très simplement, il faudra attendre le mois d'octobre pour vous procurer ce petit bijou mis en vente à partir de 249 €. Et ceux qui se sont fait remarquer au salon de l'IFA cette année à Berlin, ce sont certainement ces petits écouteurs flottants connectés en Bluetooth dévoilés par American Audio, un système de lévitation, un design très futuriste et qui offre une excellente qualité de son, un son qui sera diffusé à 360 degrés. Berlin et le monde entier sont sous le charme, facilement transportables, ils vous permettront d'écouter de la musique mais aussi de communiquer. Allez, tout de suite on passe aux news insolites. Et on continue dans l'univers du high-tech. On ouvre cette rubrique avec le designer australien Mark Newson. Il serait la nouvelle recrue d'Apple. En 2005, le magazine américain Time avait placé l'homme dans sa liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Réputé pour ses pièces de mobilier aux formes arrondies, il a conçu une paire de chaussures pour Nike, un intérieur d'A380 pour la compagnie aérienne australienne Qantas ou encore un prototype de voiture pour Ford. Certaines de ses œuvres ont intégré des collections de musées d'art moderne très réputés comme le MoMA de New York ou encore le Centre Pompidou à Paris. Aujourd'hui, son site internet met en avant une série de montres, peut-être pas une coïncidence si on écoute les rumeurs selon lesquelles Apple présentera bientôt sa iWatch. Et on enchaîne avec cette vidéo mise en ligne sur YouTube vendredi dernier. Il s'agit d'un spot publicitaire destiné à lutter contre l'homophobie. Une publicité avec des invités de taille. Parmi ces invités, l'international français Olivier Giroud et quelques coéquipiers d'Arsenal qui nous expliquent face caméra la particularité qu'ils ne pourront jamais changer chez eux. Regardez. I can't change, I look like Lewis Hamilton. I can't change that my hair is perfecto. I can't change my height. I can't change that I look like a Teenage Mutant Ninja Turtle. I can't change that I'm gorgeous. But together we can change the game. Players are lacing up to kick homophobia out of football. Use hashtag Rainbow Laces to get involved and show your support. Cowabunga! Et je vous propose maintenant de rencontrer Jarod Allen. Il est célibataire et vous pourrez peut-être le retrouver sur l'application Tinder, l'application de rencontre. Mesdemoiselles, faites cependant très attention parce qu'il utilise vos photos de profil pour alimenter bien sa propre collection de détournements postés sur Instagram. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Allez, je vous propose tout de suite de passer à l'œil du net. Et on ouvre cette rubrique avec un petit voyage pour vous. On vous emmène tout de suite en Mélanésie, plus précisément au Vanuatu, pour rencontrer Maroum. Maroum est un volcan en éruption depuis le mois de mai 2008, un volcan qui culmine à 1270 mètres d'altitude et à côté duquel Sam Kosman n'a pas hésité à plonger. Regardez. It's still 600 degrees. Et on enchaîne avec d'autres images impressionnantes. Z-Model est ce nouvel engin de diving dont le design est entièrement inspiré de la forme d'un dauphin. Élégant, rapide et très chic, regardez.
Et c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de Sur le Web.